Donc, bonjour à tout le monde pendant que la salle se remplit. Ils font vraiment des efforts pour que ce soit comme une vraie salle. Tout le monde ne peut pas arriver en même temps. Il faut qu'on rentre un par la porte. Donc, les gens sont admis tranquillement, pas vite. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais commencer à faire le mot d'introduction. Je m'appelle Paul Turcotte, je suis membre du comité organisateur du symposium et j'ai le plaisir de vous accueillir dans cette séance ce matin où nous allons entendre deux présentations qui ont comme lien commun, comme vous l'aurez probablement deviné à la lecture des descriptifs, de s'attarder à la lecture et l'écriture comme facteur d'inclusion, d'inclusivité aux études collégiales. Donc, je vais faire ça très rapidement. Je vous donne quelques petits détails techniques. Premièrement, vous avez accès au sous-titrage si vous avez besoin de sous-titrage en anglais. Closed captioning in English is available if you need it. Our excuses if it's not really precise. It's artificial intelligence, which is not exactly intelligent. So you will have something just about appropriate. Et donc, voilà. Ensuite aussi, je vous avertis que la présentation est enregistrée pour des fins d'archivage et de revisionnement plus tard. Nous sommes en formule webinaire, ce qui fait que vous n'avez pas d'emblée, comme spectateur, accès ni à votre caméra, ni à votre micro. Ce qui fait que pour poser vos questions, je vous invite à utiliser le module questions-réponses. Nos deux équipes de présentateurs sont deux, donc peut-être que la personne qui ne parle pas désirera répondre instantanément, sinon ça nous donne une façon là, de répondre aux questions lors de la période de questions qui sera à la toute fin des deux présentations. Donc pour pouvoir soutenir le rythme, on va permettre à nos deux équipes de présentation de présenter une à la suite de l'autre et on prendra les questions à la toute fin, sauf indication contraire, évidemment, des présentateurs, auquel cas ils vous indiqueront la marche à suivre. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à Isabelle Baudry et Francis Tremblay qui vont nous présenter l'état de leur travail. Donc, merci beaucoup et bonne conférence. Alors, bonjour, je suis Isabelle Baudry. Je vais démarrer le diaporama. J'espère que je vais réussir à voir là, avec celle-ci qui est... Bon, en le déplaçant un peu, excusez-moi. Alors, je suis enseignante d'anglais au département d'anglais et langue moderne au Cégep régional de la Nadière à Joliette. Je suis en compagnie de Francis Tremblay. Est-ce que tu veux saluer les gens, te nommer? Oui, bonjour, moi c'est Francis Tremblay, je suis orthophoniste de formation comme tel et je participe à la recherche à titre de consultant en orthophonie. Et j'ai également un passé de conseiller en service adapté au niveau collégial. Merci Francis. Alors, en débutant aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à vous poser la question suivante. Qu'arrive-t-il lorsque l'on rend une mesure d'adaptation accessible à l'ensemble de l'effectif étudiant? Alors, nous allons présenter les résultats préliminaires d'une étude de recherche sur laquelle je travaille comme chercheuse principale en étroite collaboration avec David-Étienne Bouchard. Alors, le programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage PAREA est financé par le gouvernement du Québec et le projet portant sur l'effet d'antidote sur la qualité de la langue écrite chez les étudiants et étudiantes présentant une dyslexie, dysorthographie ou un trouble du langage en anglais langue seconde au collégial, a également obtenu l'appui de la Fédération des cégeps et des centres collégiaux de soutien à l'intégration. Alors, bien que l'objet de notre recherche ne porte pas spécifiquement sur la pédagogie inclusive, c'est davantage au niveau de l'application de certaines retombées où on voit un recoupement. Rapidement, vous allez voir, on va partager des questionnements que j'ai eu l'occasion de mon côté de me les poser comme enseignante, comme coordonnatrice départementale, ainsi que comme maman d'un enfant qui vit avec une dyslexie dysorthographie. Au niveau du contenu de la présentation, nous allons présenter les différentes étapes du projet de recherche et terminer par quelques pistes de réflexion. Et on va vous inviter évidemment à nourrir nos réflexions également aussi lors de la période de discussion. Au niveau du contexte et de la problématique, je céderai la parole à Francis.
Donc, on va parler aujourd'hui, on s'intéresse essentiellement aux étudiants en situation de handicap qui arrivent au collège avec un diagnostic de trouble de langage oral et ou écrit. En fait, on vous a présenté ici les statistiques issues des CCSI, des centres collégiaux de soutien à l'intégration, où on voit que cette clientèle-là, eh bien, c'est une clientèle qui est vraiment, on l'appelle clientèle émergente, hein, mais c'est pas pour rien, c'est qu'on voit une augmentation d'année en année de l'arrivée de ces étudiants-là qui présentent ce type de diagnostic-là. Quand je parle de ce type de diagnostic-là pendant toute la présentation et dans le cadre de l'étude, quand on parle des troubles du langage oral, on inclut les anciennes appellations là, telles que dysphasie, mais également les nouvelles appellations comme le trouble développemental du langage également. Et puis pour tout ce qui est trouble du langage écrit, on inclut la dyslexie, dysorthographie, évidemment, et de même que toutes les nouvelles appellations comme le trouble spécifique des apprentissages en expression écrite ou le trouble spécifique des apprentissages en lecture. En fait, cette augmentation-là, très importante de ces étudiants-là qui arrivent au collégial, ça met une certaine pression sur le système parce qu'on doit, en ce moment, la façon la façon dont on fonctionne dans les cégeps, c'est vraiment d'offrir des accommodements individuels à chacun de ces étudiants-là. Nous, on souhaite dans les statistiques qu'on vous a présentées tout à l'heure, on parlait vraiment des étudiants qui sont reconnus avec un diagnostic comme ceux qu'on a évoqués. On ne veut pas passer sous silence aujourd'hui les étudiants qui passent un petit peu sous le radar, c'est-à-dire tous les étudiants qui ont des besoins en lecture-écriture, qui ont potentiellement été suivis tout leur parcours scolaire par un orthopédagogue, par exemple, mais qui n'ont pas un diagnostic admissible au service adapté posé par un professionnel reconnu. Donc, tous ces étudiants-là, évidemment que c'est tout de même des étudiants qu'il faut considérer et qui ne font pas partie des statistiques qu'on vous a présentées tout à l'heure parce qu'ils n'ont pas le fameux biais diagnostic. Même chose, quand on parle de la famille des étudiants qui ont des besoins particuliers, donc on parle simplement des étudiants allophones, eh bien, clairement que ce sont des étudiants qui ont des besoins sur le plan de la rédaction, sur le plan de la révision des textes, mais qui font pas nécessairement partie de ces statistiques-là également. Donc, ce qui fait que, évidemment, comme enseignant, on est face à une variété de profils, là, entre autres en anglais, langue seconde, là, si on pense aux étudiants qui ont une anxiété langagière, qui n'aiment pas parler, qui n'ont pas été exposés à l'anglais du tout sur le plan culturel ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, au final, on a toute cette variabilité-là avec laquelle il faut jongler au collégial. Maintenant, ce nouveau défi-là sur le plan logistique et pédagogique de l'arrivée de ces étudiants-là, si on veut, là, de ces grandes statistiques-là qu'on a, c'est évidemment, on peut y répondre de différentes façons quand on regarde la littérature. La première recommandation qu'on a sur le plan de la littérature, c'est vraiment d'essayer d'assurer un dépistage à grande échelle pour être sûr qu'on identifie ces étudiants-là en début de parcours collégial et puis qu'on soit en mesure de leur offrir des accommodements personnalisés. Ça, c'est la première recommandation qu'on a. Maintenant, l'autre chose qu'on voit beaucoup là, comme telle, comme recommandation sur le plan de la littérature, c'est d'essayer d'envisager un accès universel à certains accommodements qui peuvent bénéficier à tous, incluant justement les étudiants qui ne bénéficient pas d'un plan d'intervention élaboré par les services adaptés. Moi, j'ai envie de dire que comme clinicien, quand on recommande un accommodement pour un étudiant en particulier, par exemple le temps supplémentaire, on va souvent inviter l'enseignant à voir comment permettre à l'ensemble de son groupe cette mesure-là pour en faire un accès universel finalement. De cette façon-là, c'est un peu là qu'on va toucher l'inclusion de ces étudiants-là qui ont des besoins particuliers et des ESH. La question de l'accès universel, on va en parler beaucoup aujourd'hui. C'est une question qui peut soulever des controverses. On veut vous entendre là-dessus, c'est certain. En fait, une des raisons pour lesquelles on peut avoir des questionnements par rapport à ça, c'est si on offre un accès universel aux mesures, est-ce qu'on est en train de retirer un privilège aux étudiants qui ESH finalement? Est-ce qu'on leur enlève un certain avantage qui est là pour combler l'écart avec les étudiants neurotypiques?
Donc, vraiment, on va vous entendre sur ces enjeux-là, ça, c'est certain. Toutefois, c'est certain qu'on ne peut pas écarter certaines grandes recommandations qu'on a tant sur le plan du modèle de la conception universelle des apprentissages, mais également à l'intérieur du plan numérique du ministère de l'Enseignement supérieur qui nous indique textuellement, puis j'ai envie de le lire avec vous, là, noir sur blanc, parce que pour moi, c'est assez parlant. Donc, on souhaite accroître l'utilisation des ressources et des logiciels en support à l'apprentissage pour tous les apprenants, incluant les élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Maintenant, qu'on soit d'accord avec ça ou qu'on ne soit pas d'accord, dans la dernière année qu'on vient de vivre, pour ne pas parler de la pandémie, clairement que les étudiants ont eu un accès universel à plusieurs mesures. Aujourd'hui, on va s'intéresser au logiciel de correction comme antidote, mais clairement qu'il y a eu un précédent qui a été fait là, entre autres, si on ne parle que de l'épreuve uniforme de français, où les étudiants ont réellement eu un accès au logiciel de correction pour une première fois. Donc, vraiment, il faut se dire que les étudiants l'ont expérimenté, cet accès universel-là au logiciel de correction. Donc, c'est le bon moment de prendre une position quand même provinciale, régionale ou sur le plan collégial de qu'est-ce qu'on fait pour la suite des choses par rapport à l'accès à ces logiciels-là. C'est le bon moment. Donc, vraiment, c'est pas une question qui est évidente à répondre, hein, la question de l'accès universel. Pourquoi? Parce que c'est multifactoriel, clairement. Il y a des facteurs qui sont, si on prend le modèle de production du handicap, le processus de production du handicap, le PPH, on peut commencer par regarder certains facteurs personnels de l'étudiant où il y a certains facteurs de protection, clairement, qui sont inhérents à l'étudiant, mais des facteurs de risque également. C'est sûr qu'on va s'intéresser aujourd'hui aux facteurs de risque qui est, par exemple, la présence d'un trouble de langage ou de langage oral ou écrit qui fait partie de l'étudiant, mais on peut parler également au niveau de l'enseignement de l'anglais langue seconde, de tout ce qui est étudiant allophone, évidemment, exposition à l'anglais, anxiété langagière. Donc, vraiment, il y a tous ces aspects-là qui entrent en ligne de compte. Maintenant, sur le plan des facteurs environnementaux, c'est là que ça se complique parce qu'on a juste à penser, par exemple, au devis ministériel. Donc, le devis ministériel pour chaque niveau d'anglais, que ce soit un niveau 100, 101, 102, 103, débutant, intermédiaire, avancé, on a différents objectifs pédagogiques, des critères d'évaluation sur lesquels l'enseignant doit se baser pour juger pour sanctionner finalement, puis juger de l'atteinte des compétences. Donc, finalement, le mandat du collège. Donc, clairement que c'est un facteur environnemental qui n'est pas négligeable. Entre autres, quand on regarde les niveaux d'anglais débutants, dans le devis ministériel, on voit vraiment des objectifs du style respecter l'orthographe, respect de la grammaire, respect, connaissance de tel temps de verbe. Donc, on peut se poser la question, est-ce que l'enseignant est en contrainte excessive au moment d'évaluer la compétence de l'étudiant si l'étudiant a accès à des logiciels de correction? Donc, quand on voit des objectifs libellés de cette façon-là dans le devis. Maintenant, pour nous, la réflexion, elle est tout autre quand on arrive avec des niveaux d'anglais avancés où la formulation des objectifs pédagogiques ressemble davantage à ceux des cours de littérature, par exemple, critiquer une œuvre littéraire, où là, l'étudiant, clairement, durant sa rédaction, il est en situation de handicap parce que l'étudiant qui a un trouble de langage oral ou écrit doit se concentrer sur l'orthographe des mots très, très simples. Donc, il devient en surcharge quand vient le temps de vraiment se concentrer sur le contenu de sa rédaction, qui est la critique d'une œuvre littéraire en anglais, par exemple. Donc, clairement, l'étudiant, dans ce contexte-là, il n'est pas en train d'exprimer son plein potentiel comme tel et il n'est pas en train de démontrer sa maîtrise de la compétence pour qu'il soit évalué par l'enseignant de façon juste. Donc, maintenant... Parfait. On est rendu à un premier sondage. On a envie de le dire en même temps, on dirait. Je te laisse aller, Francis. Oui, en fait, on veut vous entendre là, vraiment sur deux questions parce que pour nous, on voit qu'il y a un traitement différent pour ces deux questions-là. Donc, on vous lance le vote tout de suite. Donc, vous allez voter pour la première question.
est-ce qu'il est souhaitable de donner un accès universel à un logiciel d'aide à la correction comme Antidote à l'ensemble des étudiants, donc un accès universel en français langue d'enseignement? Vous répondez oui ou non. Maintenant, est-ce qu'il est souhaitable de faire la même chose, un accès universel Antidote, cette fois-ci en anglais langue seconde? Donc, vous posez-vous les deux questions parce que les enjeux sont différents, parce que les devis ministériels sont différents. On vous laisse quelques secondes. Ça marche. Donc, je ne sais pas si tout le monde a pu voter. Si je regarde le nombre de participants, ça semble correspondre. Donc, je vais mettre fin au vote. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais partager les résultats. Donc, je pense que vous êtes en mesure de visualiser les résultats. On voit que pour dans les deux domaines, que ce soit français langue d'enseignement, anglais langue seconde, vous êtes d'accord en majorité qu'on devrait permettre l'accès universel à Antidote en majorité. Donc, il n'y a pas de situation différente pour vous en français ou en anglais. Excellent. Donc, on poursuit ici avec, je vais fermer ça ici, avec l'accès au correcteur Antidote en anglais langue seconde. Rapidement, je veux mentionner que même s'il n'y a pas de balise prescriptive qui indique quel outil mettre en place, plusieurs revendiquent l'accès à des outils spécifiques comme Antidote. Néanmoins, à partir des statistiques qu'on voit à l'écran, on remarque que beaucoup de collèges ne le permettent pas lors des évaluations pour ce qui est des étudiants et étudiantes en situation de handicap en anglais langue seconde. On peut se poser la question, est-ce qu'il est davantage utilisé lors de l'apprentissage? Notre questionnaire datant de 2018 indique que seulement 7 en fait, des laboratoires départementaux avaient Antidote en version anglaise d'installer. Bien sûr, il existe d'autres outils, mais il faut tout de même se poser la question, comme Francis le soulevait, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de réticence à l'utilisation d'Antidote en anglais? Outre l'apparence de contraintes excessives au regard de l'évaluation de la compétence, il faut nommer l'apparence d'iniquité qui est parfois soulevée. Alors, est-ce qu'Antidote guide trop les étudiants dans la révision des textes? Est-ce qu'il pourrait procurer un avantage indu et est-ce qu'il reste des erreurs suite à son utilisation? Quant à la synthèse des études antérieures, Caron, Bouchard, Deslauriers et Pronovo ont constaté une réduction de 25 des erreurs avec l'utilisation du correcteur. Dans l'étude de Delage auprès d'étudiants dyslexiques au collégial, elle note une amélioration significative de 4 des sous-critères à l'épreuve uniforme de français, le seul non amélioré étant le vocabulaire. Pour ce qui est de l'accessibilité universelle au correcteur, Galipo, Constantinopoulos et Soleil ont permis l'utilisation d'Antidote à tous et à toutes dans le cadre de cours de français langue seconde, ce qui a eu pour effet une plus grande inclusion, une augmentation du niveau d'engagement et du sentiment de compétence. Si on considère les études maintenant ayant porté sur les effets d'une dyslexie, dysorthographie, l'étude de Mimouni au collégial du côté secteur francophone indique un taux de réussite égal ou dépassant légèrement celui du groupe de normolecteurs en anglais, égal ou se rapprochant pour ce qui est de français et philosophie. Le taux cependant de réussite du groupe à risque est nettement inférieur. C'est un groupe identifié à l'aide d'un questionnaire de dépistage de la dyslexie. On s'en doute, du côté universitaire francophone, on a des difficultés persistantes de l'orthographe, d'usage grammatical et en langue seconde. Maintenant, du côté anglophone, dans l'étude de Connelly, ce qui ressort, ce sont que les difficultés lors des rédactions sont davantage circonscrites à certains aspects, dont l'orthographe d'usage. Ce qui nous mène à notre question de recherche, l'utilisation d'Antidote a-t-elle un effet différencié sur la qualité de la langue écrite en anglais langue seconde chez les étudiants et étudiantes ayant un trouble du langage oral et écrit connu, chez les étudiants et étudiantes présentant des traits cliniques sans diagnostic et chez ceux et celles neurotypiques? Quant à la méthodologie, les objectifs de l'étude sont de vérifier l'effet de l'utilisation d'Antidote selon la présence de troubles du langage oral ou écrit ou non, ainsi que selon le niveau de maîtrise de la langue. Alors, les étudiants au collégial sont classés par niveau et doivent suivre 2 cours du même niveau durant leur parcours et le devis ministériel est ajusté en conséquence. Pour ce qui est de ce que nous avons fait lors de la collecte de données,
En ce qui a trait à la composition des groupes, nous avons utilisé le questionnaire de dépistage de la dyslexie au collégial de Mimini afin de constituer nos groupes. Donc, notre groupe en situation de handicap avec un diagnostic connu, notre groupe avec trait clinique sans diagnostic pour lequel le résultat au questionnaire de dépistage s'est avéré positif et finalement notre groupe dit neurotypique avec un résultat à ce questionnaire négatif. Nous avons ensuite rencontré les étudiants à 2 reprises. Ils ont rédigé un texte narratif et un de type argumentatif lors d'une période de 25 minutes dans un premier temps, sans outils, sans aide, avec les correcteurs automatisés des navigateurs bien désactivés. Et suite à cette période de 25 minutes-là, ils disposaient d'un 10 minutes supplémentaires pour passer leur texte dans Antidote. Alors, on est rendu à une prochaine question d'opinion. Je laisse Francis lancer le sondage. Alors, à votre avis, qui bénéficiera davantage d'un logiciel de correction, par exemple Antidote, en contexte de rédaction en langue seconde? Donc, on vous laisse quelques secondes pour voter. Il resterait 2 personnes à voter. OK, tout le monde a voté. Donc, je vous partage les résultats. C'est intéressant de voir qu'on semble croire que le groupe neurotypique va en bénéficier davantage. Alors, on va observer un peu nos résultats préliminaires dans les minutes qui vont suivre. Merci, Francis. Je ne sais pas si vous voulez commenter un peu. Non, mais moi, je suis très surpris du résultat. On va en discuter par la suite. Excellent. Alors, rapidement, la tâche narrative consistait les étudiants, en fait, devaient raconter les aventures de nos 2 personnages qui partent en voyage de camping. Côté texte d'opinion, les étudiants pouvaient choisir entre 3 sujets. Pour ce qui est des indicateurs, aujourd'hui, on va se concentrer sur un de ceux-ci, soit le ratio d'erreurs aux 100 mots. Nous avons compilé les données à l'aide du logiciel UCLEE, le logiciel Université catholique de Louvain Error Editor. On avait 35 différentes étiquettes d'erreurs associées à des catégories linguistiques. On s'est un peu penché aussi sur la source potentielle des erreurs. Sans plus tarder, voici quelques résultats préliminaires, mais tout juste avant, une dernière question d'opinion. Alors, est-ce que les performances des étudiants et étudiantes en situation de handicap en contexte de rédaction en anglais langue seconde, j'ai perdu le fil avec ce qui vient d'apparaître, outrepassent celles de nos étudiants et étudiantes neurotypiques lorsqu'ils bénéficient d'un logiciel d'aide à la correction? On vous laisse voter. Donc, il reste encore quelques personnes. On vous pose la question parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le quotidien comme argument, comme quoi c'est un peu une iniquité pour les étudiants neurotypiques, l'accès à un logiciel de correction. Donc, on va parler de nos résultats dans quelques secondes. Il resterait 2 personnes à voter. OK. Donc, je vais mettre fin au vote. Alors, on pourrait y revenir, je pense, en fin de présentation, étant donné que le temps nous manque, mais c'est une réponse qui est intéressante aussi pour la suite avec la discussion tout à l'heure. Oui, parfait. Si on considère maintenant quelques résultats préliminaires, au niveau de notre première cohorte, on a eu 92 participants et participantes, 62 dans notre groupe neurotypique, 8 en situation de handicap et 22 dans notre groupe à trait clinique sans diagnostic. Proportion qui nous a étonnés par son nombre important. Maintenant, si on considère un premier tableau, soit celui du ratio d'erreur aux 100 mots pour les textes narratifs,
et qu'on considère les éléments du graphique, je vais attirer tout de suite votre attention, là, étant donné le temps, au ratio d'erreur au 100 mots dans nos colonnes en bleu, en fait, ce qui constitue le prétest, donc avant antidote, et les colonnes en vert pâle suite à l'utilisation d'antidote. Complètement à l'arrière, vous avez le pourcentage de correction globalement et l'écart d'amélioration qui inclut les ajouts d'erreurs pouvant avoir été occasionnés là, lors de la révision. Si on considère maintenant deux de nos hypothèses, la première, dans la situation où ils utiliseront antidote, les trois groupes feront significativement moins d'erreurs que dans celles où ils ne l'utiliseront pas. Alors, bien qu'on n'a pas réalisé toutes nos analyses statistiques, tout de même, les résultats nous informent là, de tendances qui semblent aller dans le même sens là, que nos hypothèses. Si on observe là, les différences entre nos groupes, entre nos colonnes bleues et nos colonnes vert pâle, avec une réduction allant de 4,5 erreurs à 8 erreurs. Maintenant, pour ce qui est d'une deuxième hypothèse, les étudiants neurotypiques maintiendront un ratio d'erreurs significativement plus faible, ceci par rapport aux étudiants avec un trouble du langage oral et écrit, donc nos étudiants en situation de handicap. On remarque là, un écart là, et au pré-test et au post-test, soit de 9 erreurs ou de 6,5 erreurs au 100 mots. On va considérer une troisième et dernière hypothèse. La diminution d'erreurs sera significativement plus prononcée chez les étudiants au niveau le moins avancé. Si on considère le tout d'un point de vue valeur absolue, effectivement, du niveau 100 au niveau 103, on remarque une réduction d'erreurs plus grande au niveau les plus faibles. Si on le considère davantage d'un point de vue pourcentage d'écart, à ce moment-là, les valeurs sont semblables en 100, 101 et 103. Il y a en 102 là, où le taux est plus élevé. On devra se poser la question lorsqu'on aura un échantillon plus grand, notamment pour nos groupes des niveaux plus avancés. On ne pourra pas passer beaucoup de temps sur les différents niveaux, mais on remarque la même chose, un écart avec notre groupe neurotypique, notre groupe en situation de handicap. Particulièrement, ce qui va être intéressant, tantôt Francis va le couvrir davantage, mais notre groupe avec trait clinique semble s'apparenter davantage au groupe en situation de handicap en présentant des difficultés d'écriture et ne semble pas être un groupe qui se situe au même niveau ou à un niveau semblable au niveau du ratio d'erreur au 100 mots. Alors, je ne vais pas couvrir les autres niveaux, on voit des choses un peu différentes. Il y a des endroits où on ne voit pas de différence entre les niveaux, peut-être un effet de la taille de l'échantillon ou des niveaux. On va se rendre un peu plus loin pour donner la chance à Francis de couvrir la discussion des résultats. Ici, c'est un bref aperçu de la distribution de nos participants selon le pourcentage de correction. Évidemment que la moyenne est autour de 31, mais on a la variabilité des profils à travers tout ça qu'on peut apercevoir très rapidement. Alors, discussion des résultats, Francis? En fait, là, très, très rapidement, oui. Un 5 minutes, Francis, on m'a demandé d'intervenir, il resterait un petit 5 minutes. Parfait. Merci beaucoup. En fait, là, très, très rapidement, moi, je veux juste attirer votre attention sur l'état actuel des choses, c'est-à-dire tout niveau confondu. Actuellement, ce qui se passe, par exemple, au Cégep régional de Lanaudière, mais on sait là, que c'est souvent la réalité dans plusieurs collèges au Québec. En ce moment, le groupe les neurotypiques comme tels n'ont pas accès à antidote, donc on regarderait la colonne bleue tout simplement. Le groupe en situation de handicap, c'est eux qui ont accès à antidote s'ils présentent, si c'est dans leur plan d'intervention. Et finalement, le groupe des traits cliniques, on sait qu'ils ont des besoins, mais ils n'ont pas été identifiés comme tels, donc ils n'ont pas accès à antidote. Donc, quand on regarde c'est la situation actuelle des choses, nous, les constats qu'on a, c'est qu'on voit qu'en pré- et post-test, tous les étudiants bénéficient d'antidote. Donc, que ce soit neurotypique, situation de handicap ou traits cliniques. Maintenant, ce qu'on voit également dans ces statistiques-là, puis qu'on a été vraiment très, très surpris, c'est vraiment les besoins importants du groupe très clinique. On voit ici, quand on regarde le nombre d'erreurs au 100 mots, qui est, s'il n'est pas équivalent à celui de ceux en situation de handicap, bien, il est même des fois plus important, même, surtout dans les niveaux débutants là, en anglais. Donc, on peut changer de diapositive. Parce qu'on veut vous amener un petit peu dans la discussion à qu'est-ce qui se passerait si on donnait un accès universel à antidote. Qu'est-ce qui se passe avec les trois groupes? Donc, on vous a mis là, en surbrillance, si on veut, là, les statistiques par rapport à cette situation-là. Tout ce qu'on a encerclé, je vais vous dire, hein, ce n'est pas des résultats, ce n'est pas des écarts significatifs comme tels nécessairement, puisqu'on n'a pas fait ces analyses-là encore, à savoir si nos écarts sont significatifs.
Nous, ce qu'on observe, c'est des tendances. Ce qu'on peut observer en ce moment à l'étape du projet, c'est que si on donne un accès universel à Antidote, comme tel, les performances des étudiants en situation de handicap ou des étudiants avec des traits cliniques il y a un écart qui demeure avec les performances des étudiants neurotypiques. Donc, tout le monde en bénéficie, mais somme toute, il y a un écart qui se maintient avec les étudiants neurotypiques. Et puis, nous, ce qu'on voulait vous montrer en dernier, c'est à quel point pour les niveaux de base, on soupçonnait un effet du niveau d'anglais. Pour le niveau de base en anglais, le niveau débutant, pour nous, ce qui nous saute aux yeux, c'est le groupe très clinique où il y a vraiment des besoins qui semblent être importants avec 37,3 37,3 erreurs au 100 mots. Donc, c'est quand même ce qui semble être significatif pour nous, mais on va le voir avec les analyses statistiques ultérieures. Donc, ici, on vous a résumé nos grandes conclusions de nos tendances qu'on observe. On ne va pas les repasser ensemble nécessairement. Je ne pense pas que ça vaut la peine. On va aller directement avec Isabelle. Ah, tu peux ouvrir le micro, Isabelle. On sait qu'il y a un effet d'antidote là aussi selon le type d'erreur. On va passer un peu tout droit. La taille de l'échantillon, vous en doutez, contexte pandémique, collecte à distance, tout ça a influencé le nombre de participants, les limites applicables aussi de nos résultats. Je passe très rapidement, c'est une évidence là, pour moi. On veut vous laisser avec quelques pistes de réflexion. Je veux m'assurer qu'on ait le temps. Là. Oui, en fait, là, toutes les questions qu'on doit se poser par rapport à l'accès universel d'Antidote, c'est qui devrait y avoir accès comme tel, c'est-à-dire est-ce que tout le monde, est-ce que seulement les étudiants en situation de handicap, est-ce qu'il y a un certain groupe qui devrait y avoir accès, autres? C'est quand qu'on leur donne accès. Est-ce qu'on leur donne accès en français langue seconde, en français langue d'enseignement, en anglais langue seconde également, pendant certaines évaluations ou toutes les évaluations confondues? Donc, on veut vous entendre sur ces questions-là également. Maintenant, comment on leur donne accès? Est-ce que c'est toujours via le mécanisme des services adaptés dans les collèges ou pas? Et dans la discussion, on veut vous lancer un peu la réflexion du marché du travail. C'est-à-dire, on le sait pour le marché du travail, ne serait-ce que pour la rédaction d'un court courriel, on a généralement accès à des logiciels de correction comme Antidote. Donc, est-ce que ça ne devrait pas teinter notre discussion par rapport à l'accès universel d'un logiciel comme celui-là à l'égard du marché du travail? Mais toujours en gardant en tête que oui, peut-être qu'on pourrait faire l'avocat du diable en se disant que les étudiants en situation de handicap pourraient perdre un certain privilège en n'étant pas les seuls à y avoir accès. Moi, je t'aurais très rapidement, lors des études également, est-ce que la rédaction sans correcteur est encore concevable en 2021 et souhaitable, puisque la suite des choses est évidemment le monde du travail dans lequel ces outils-là sont tout à fait accessibles. Alors, on a bien hâte d'échanger avec vous. On vous remercie grandement pour votre attention lors de la présentation. Merci beaucoup, Francis et Isabelle. Présentation importante, intéressante. Je pense qu'il y a vraiment des enjeux très, très actuels là-dedans. Je sais que c'est aussi des enjeux qui se discutent au niveau institutionnel, à savoir est-ce que les institutions, les cégeps, les universités fournissent d'emblée un accès à des logiciels commerciaux du type Antidote? Est-ce qu'ils vont développer? Est-ce qu'il y aura des logiciels ou des compétiteurs qui vont être développés? À qui la responsabilité de fournir ces outils-là? Est-ce qu'on les permet? On ne les permet pas? Mais je pense que les données que vous apportez vont alimenter ces discussions-là qui ont lieu et qui sont très importantes là, à la fois pour la réussite des étudiants, mais disons-le aussi pour la maîtrise du français. Je sais que ça fait les manchettes ces derniers temps, un peu la maîtrise du français puis de la langue, en fait, première ou seconde. Dans les journaux. Je ne parlerai pas plus. Je vous invite évidemment, si vous avez des questions qui vous sont venues durant la présentation, à utiliser le module questions et réponses. Ils pourront être répondus par écrit durant la présentation, que je vous invite par ailleurs à écouter, de Catherine et Roxane. Et sinon, par la suite, il y aura aussi évidemment une période de discussion à la fin, raison pour laquelle je vais me taire immédiatement et passer la parole et l'écran à Catherine et Roxane qui vont vous présenter leurs travaux. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Ça fonctionne?
super. Donc, bonjour, je m'appelle Catherine Bellec, je suis enseignante en littérature au Cégep Gérald Godin et chercheuse également. Ma collègue Roxane Doré est enseignante en littérature au Cégep de Drummondville. On va vous présenter aujourd'hui, en fait, une approche qu'on a développée dans le cadre d'un projet de recherche-développement qui a été mené entre mai et décembre 2020. Donc, voilà. Alors, centrer l'enseignement sur le lecteur et la lectrice et son développement vers une pédagogie inclusive dans les cours de littérature. Donc, premièrement, on voudrait vous inviter à réfléchir, donc dans un symposium sur l'inclusion, d'après vous, quels pourraient être les obstacles à l'inclusion dans les cours de littérature? Peut-être utiliser le clavardage. On va vous laisser quelques secondes pour noter des choses, puis si possible, la personne qui gère le clavardage, si elle pouvait nous communiquer dans peut-être 20-30 secondes les résultats. Donc, c'est ça. Quels seraient les obstacles, les défis à l'inclusion dans les cours de littérature obligatoire de la formation générale au collégial? On n'a pas d'intervention pour le moment. Donc, on a les étudiants dans la première langue et autres que le français, les compétences en littératie, la culture du milieu. Donc, ce sont trois l'épreuve uniforme de langue en langue d'enseignement. Donc, on va partir avec ça, puis on va continuer à vous la laisser... distance des œuvres, donc l'écart entre, j'imagine, notre culture et celle qui est décrite dans les œuvres. Et les habiletés de lecture, accès à des versions audio des livres. Donc, c'est une très bonne observation aussi. Oui, tout à fait. Merci. On va partir de ça, puis on va vous montrer un peu en quoi consiste notre projet. Donc, la problématique d'où tout ça part, bon, quels sont les défis? On est toutes les deux, Roxane et moi, des enseignantes en littérature. Donc, quels sont les défis dans les cours de littérature collégiale? Évidemment, on entend souvent parler de la maîtrise de la langue, de la motivation, mais du point de vue de nous en tant que praticiennes dans les cours, ce qu'on observe, c'est surtout la diversité. Parce qu'en fait, on se retrouve finalement avec des étudiants de tous les programmes qui ont des profils motivationnels différents, qui ont des degrés de compétences langagières différentes, comme il a été mentionné, des étudiants qui proviennent parfois de d'autres cultures, qui ne maîtrisent pas toujours bien la langue francophone, dans notre cas. Donc, vraiment tous les horizons, sans compter qu'évidemment, donc avec le ministère, là, nous impose... parfois, certains corpus ou les plans cadres, du moins des départements, nous imposent des angles aux œuvres qu'on propose. Donc, la diversité est en soi un énorme défi qui rejoint beaucoup d'autres défis. Donc, l'objectif général et la pertinence du projet qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc, alors, ce qu'on voulait, c'était développer une approche pédagogique de la littérature qui était centrée sur la lecture littéraire et explorer l'intérêt de ça dans le cadre d'un cours de la formation générale au collégial. Quand on a réfléchi à ce qui était fondamental en littérature, Roxane et moi, ça nous est apparu que ce qui est avant tout fondamental, c'est la lecture. Donc, on peut faire une réflexion littéraire sans écrire, mais on ne peut pas faire une réflexion littéraire sans lire. Et par ailleurs, justement, dans le cadre de la formation générale, il y avait beaucoup d'intérêt à vouloir développer la lecture. Donc, premièrement, évidemment, ça permet de développer les compétences en littératie qui sont un outil d'intégration sociale majeur. Donc, on sait que les compétences en littératie permettent de traiter l'information, de mieux communiquer et d'être autonome en société. Par ailleurs, beaucoup d'études sur la littérature ont pu démontrer que c'était une voie pour construire et transformer l'identité des individus, ce qui s'inscrit bien dans la réussite éducative qui est de plus en plus, je pense, un objectif qu'on veut poursuivre au collégial. Et finalement, des études en littérature, mais même le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur souligne que la littérature a pour visée de développer des savoir-être ou des attitudes comme l'imagination, l'ouverture sur le monde et l'empathie. Donc, des qualités, évidemment, pour un citoyen qui sont tout à fait, et un individu qui sont tout à fait à favoriser. Alors, concrètement, notre projet, donc, on avait plusieurs objectifs spécifiques. Ceux qu'on a
qu'on veut vous présenter pour aujourd'hui, tout d'abord, on voulait finalement créer ce prototype-là, le mettre en œuvre sur le terrain, réguler et adapter donc ce prototype et recueillir les retombées de l'approche du point de vue des élèves. Alors, la méthodologie, c'était une recherche-développement, mais vraiment en phase 1, exploratoire. Donc, on n'est pas allé chercher des résultats quantitatifs, on n'en était pas là. Le prototype a été régulé en cours de mise en œuvre, là. Donc, on a d'abord élaboré de manière collaborative, Roxane et moi, conçu le prototype. Et à l'automne 2020, on l'a implanté dans 3 groupes de première session dans nos cégeps respectifs. C'était évidemment dans le contexte en ligne en raison de la pandémie. Les outils de collecte de données dont on a tiré les données qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça a été surtout les portfolios des élèves. Donc, 43 étudiants ont donné accès à leur production et également, nous, on a tenu tout au long de la recherche des journaux de bord où on consignait nos observations pour les objectiver et évidemment en garder la trace. Alors, bon, lecture littéraire, c'est bien beau, là. On a orienté notre prototype là-dessus, mais qu'est-ce qu'on entend personnellement par lecture littéraire? Dufay, Gémené et Ledure ont fait une méta-analyse des différents types de définitions de la lecture littéraire et il y a 4 angles aux différentes définitions qu'ils ont pu recenser. La première sorte de définition, c'est celle qui dit que finalement, on fait de la lecture littéraire lorsqu'on lit des textes dits littéraires. Bon, cette définition-là ne nous avançait pas beaucoup comme didacticiens. Donc, on est allé voir les autres sortes de définitions qui, elles, vont vraiment s'inscrire dans un spectre. D'un côté, on a des définitions de la lecture littéraire qui donnent tous les droits au lecteur, où on a vraiment des lectures participatives, référentielles et subjectives. On voit souvent ça dans les ouvrages didactiques au primaire, quand on veut motiver les jeunes lecteurs et lectrices à aimer lire. Et de l'autre côté, on a des définitions de la lecture littéraire qui la placent vraiment comme donnant tous les droits au texte, donc une lecture distanciée, interprétative et analytique, et qui s'apparente beaucoup en fait à la manière dont on perçoit la lecture dans la discipline littérature à l'université. La dernière sorte de définition qu'on a pu retrouver selon les auteurs, c'était celle qui se situait entre les deux, qui est en fait une pratique double qui tente de réconcilier les pratiques rationnelles et passionnelles. Donc, c'est évidemment cette position médiane qu'on a choisie parce qu'elle nous permettait de profiter un peu des 2 éléments de ces 2 postures de lecture-là. Donc, on a, si on peut dire, on s'est représenté la compétence qu'on enseignait comme à la fois une compétence et une expérience où le lecteur, en situation de lecture littéraire, allait vivre une expérience donc intellectuelle, analytique et sensible, donc passionnelle également. Donc, le lecteur mobilise des savoirs sur le monde extérieur, il mobilise des savoir-faire pour accéder au texte, qui lui-même, le texte est situé comme action située de communication dans le monde extérieur. Et en même temps qu'il mobilise des savoirs et des savoir-faire, le lecteur va aussi mobiliser des savoir-être. Donc là, vous avez le schéma, mais on va vous expliquer spécifiquement le schéma des savoir-être dans une diapositive qui va venir bientôt. Donc, c'est comme ça qu'on se représentait la compétence de lecture littéraire. Alors, cette compétence-là qui a été exposée par Catherine, dans le fond, découle d'une définition, d'une conception de la littérature, de la lecture littéraire très spécifique. Et c'est là-dessus que repose principalement la dimension qu'on pourrait dire inclusive de notre projet, puisque c'est celle-ci qui permet de se rapprocher le plus de l'individualité de chaque élève, de partir de ce qu'il connaît, de ce qu'il comprend de lui-même, puis de l'amener à se développer à partir de qui il est, de comment il est dans un premier temps. Donc, cette lecture littéraire sur laquelle on s'est centré est non seulement une lecture qu'on a dit intellectuelle et sensible ou analytique et passionnelle, mais c'est surtout une lecture littéraire authentique. Donc, on a voulu se rapprocher d'un contexte de lecture qui est le plus près de la réalité d'une lecture telle qu'elle se vit dans un environnement naturel et non scolaire. Et la lecture littéraire, en fait, est un processus qui se fait normalement, qui est normalement propre à l'individu, donc propre à chaque personne et plutôt que normatif. Donc,
On a identifié 4 composantes ou 4 caractéristiques de la littérature, de la lecture littéraire authentique qui sont représentées ici dans un schéma. Donc, on a la réflexivité, la posture de lecture, les savoir-être que Catherine a déjà mentionnés et la question de l'autonomie. Donc, dans le schéma, vous voyez toutes sortes de flèches. En fait, ce que ça montre globalement, c'est que chacune de ces caractéristiques-là vient s'appuyer sur les autres et elles viennent s'alimenter les unes les autres. Je vais les reprendre une à une pour vous les exposer un peu plus en détail. Donc, tout d'abord, ce qui est important dans une lecture littéraire authentique, telle que celle qu'on voulait faire vivre aux élèves, c'est la dimension de la réflexivité, puisque quand on lit, on est amené à se regarder soi-même en tant qu'individu par rapport à ses valeurs, par rapport à son rapport au monde extérieur. Donc, on est amené à évaluer et à reconsidérer notre conception du monde. Et on est aussi amené à réfléchir sur qui on est en tant que lecteur. Donc, ça nous amène à voir que la réflexivité est importante dans un cours de littérature sur différents plans, soit même à l'intérieur de la société, mais aussi soi-même en tant que lecteur à proprement parler. Ça nous a amené à nous appuyer davantage ou à approfondir davantage des réflexions sur la question de la posture de lecture des élèves, en les amenant à réfléchir particulièrement sur leurs valeurs, leurs expériences de lecture antérieures, leurs opinions. Qu'est-ce qu'on a aussi? En tout cas, à différents types, différentes caractéristiques, particularités de leur rapport à la lecture personnelle qui pouvaient interférer avec la compréhension des œuvres, avec la richesse aussi de l'interprétation qu'ils pouvaient faire d'une œuvre. Ensuite de ça, sur le plan de la posture de lecture, les élèves ont été aussi amenés à identifier quels étaient leurs objectifs et leurs préférences de lecture personnelles et à les situer par rapport aux objectifs de lecture plus spécifiques d'un cours de littérature. Et aussi, ils ont été amenés à différents moments à évaluer et à autoréguler leur méthode de lecture de manière à se situer davantage dans une lecture active que dans une lecture plus passive ou descriptive. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect réflexif qui portait davantage sur la manière d'appréhender les textes comme tels. On voit tout de suite que ça implique pour l'élève d'être capable de faire une lecture plus analytique, de faire une lecture aussi plus objective à certains égards, et ça nous amène directement à orienter nos activités de réflexion vers les savoir-être qui sont propres à la lecture. Donc, Catherine et moi, on a été amenés à développer un cadre de référence des savoir-être qui doivent être mobilisés par les élèves en contexte de lecture littéraire. Pour ce faire, on s'est inspiré d'un modèle sur les soft skills qui a été développé par Laure Bertrand, qui est directrice pédagogique des soft skills au pôle Léonard de Vinci. Elle avait 4 catégories de savoir-être dans son cadre de référence. La première catégorie concernait les savoir-être liés à l'action. Donc, ces savoir-être-là sont représentés tout autour du schéma, donc dans le grand cercle blanc. Donc, ils vont amener à considérer la question de la motivation, de la disponibilité à l'action, de la minutie, de l'audace, de l'efficacité. Donc, les élèves sont amenés à réfléchir à leur disposition à la tâche et à leur organisation aussi dans ces tâches-là. Ça peut amener des élèves, par exemple, à considérer que la raison pour laquelle ils ont l'impression de ne pas être bons est liée à leur savoir-être de l'action. Les 3 autres catégories de savoir-être qu'on a répertoriées sont liées à la connaissance, découlent de la connaissance de soi pour le premier, donc dans le premier cercle qui est tout en haut. Et celui-ci, nous, on l'a défini par rapport à la mise à distance de soi. Donc, le lecteur doit être en mesure, comme je l'ai mentionné, de reconnaître ses biais, de reconnaître ses préférences et de se mettre à distance de tout ça dans le contexte de la lecture et de la rédaction de manière à faire preuve d'objectivité, d'impartialité. L'autre catégorie découle des savoir-être relationnels, donc son rapport aux autres. Dans le contexte de la lecture, ce sont des savoir-être que nous, on a définis comme des savoir-être socio-affectifs, dans lesquels le lecteur va utiliser sa propre sensibilité, sa capacité à faire preuve de compassion, de sympathie, d'ouverture à l'autre pour bien comprendre les enjeux du texte. Et enfin, la dernière catégorie de savoir-être qui est mobilisée
est amené et lié à la dimension cognitive, donc aux opérations qu'on pourrait dire plus intellectuelles liées à l'analyse littéraire. Donc, la pensée divergente, les inférences, l'imagination, la pensée complexe et la curiosité qui sont mis à contribution pour approfondir et dégager le sens d'une œuvre. Il y a aussi certains savoir-être qui entrent dans les intersections de ces différents savoir-être-là. Donc, ça, c'est le modèle qu'on a défini, qu'on a présenté aux élèves de manière à ce qu'ils puissent comprendre comment fonctionnent les différents savoir-être et quels sont leurs rôles sur la lecture littéraire comme telle. Ensuite de ça, la dernière dimension de la lecture littéraire authentique qu'on a voulu investir dans le prototype était celle liée à l'autonomie du lecteur. Donc, un lecteur, normalement, choisit lui-même ses œuvres en fonction de ses préférences, ses objectifs, ses valeurs, etc. Et donc, on a voulu permettre, dans un premier temps, aux élèves de choisir 2 des 3 œuvres qui allaient être lues dans le cours. Donc, je vais vous présenter un exemple de choix qui leur a été offert. On pouvait leur offrir de choisir une pièce de théâtre parmi un choix de 3 pièces, donc pour respecter évidemment les devis, les plans cadres des départements. Et on peut voir que dans le tableau, par exemple, les élèves pouvaient avoir le choix, pouvaient faire un choix, en fait, en fonction d'un thème qui les intéressait davantage. Donc, soit l'exercice du pouvoir, soit les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, soit davantage la question des privilèges et des structures sociales. Ils pouvaient aussi choisir en fonction du ton de l'œuvre qu'ils avaient envie de lire, mais aussi en fonction du défi de lecture qu'ils étaient prêts à relever. Donc, dans le choix des pièces, il y avait une complexité croissante, donc du plus simple au plus complexe, une complexité aussi dans la longueur et dans le langage, mais aussi un défi de lecture qui pouvait être plus ou moins grand selon que le texte est écrit en prose ou en vers, ou selon qu'il y avait des supports audio et vidéo disponibles pour soutenir la lecture. Donc ça, c'est un type de choix qui a été proposé aux élèves. D'autres types de choix ont aussi été proposés. Donc, au moment d'approfondir la compréhension des œuvres, les élèves avaient des choix de stratégies. Donc, on leur proposait une dizaine, une douzaine de stratégies de lecture possibles. Et selon leurs préférences, les élèves pouvaient choisir d'approfondir un portrait de lecteur ou d'approfondir des passages clés de l'œuvre. Et ils pouvaient aussi choisir, lors des rédactions ou des activités de partage, les sujets qu'ils souhaitaient approfondir et partager aux autres membres de la classe. Donc, ça, si vous avez vu un peu nos principes, ce qui avait orienté notre enseignement, là, on va vous montrer concrètement comment ça s'est, justement, concrétisé dans le cadre de nos classes. Donc, on a décidé, dans une approche par compétences de lecture, et à notre sens, la lecture devait, on évalue un produit, un processus, un propos. Ce qui nous semblait le plus important, c'était le processus. Ce processus-là par lequel les étudiants vont évoluer au cours des 15 semaines de la session. Donc, on a centré notre enseignement sur cette dimension du processus que constitue la lecture littéraire par 2 moyens. Premièrement, par l'accumulation de petites tâches diversifiées que les étudiants devaient mettre dans un portfolio, et deuxièmement, par l'alignement pédagogique de la lecture vers les rédactions. Alors, pour le portfolio, ils avaient donc beaucoup de petites tâches très diversifiées à faire. Premièrement, la première tâche de la session, c'était un portrait de lecteur-lectrice. Donc, nous, on leur avait présenté un peu les principes de savoir, savoir-faire, savoir-être, grossièrement, si on peut dire, et on leur avait demandé de faire un portrait de lecteur à la lumière de ces 3 dimensions des savoirs-là. Et ça avait été très intéressant parce que justement, des fois, on demande aux étudiants de faire un portrait de lecteur, puis ils nous disent des choses un peu vagues, j'ai de la misère en lecture. Et là, ça orientait vraiment les étudiants dans leur autodiagnostic. Donc, certains disaient, je me rends compte que j'ai quand même déjà des savoirs culturels, j'aime beaucoup l'histoire. Par contre, je n'utilise pas vraiment de savoir-faire, de stratégie de lecture. Donc, ce genre de diagnostic-là, les étudiants étaient capables de le poser sur eux-mêmes. Et évidemment, ça orientait ce qu'ils allaient devoir travailler. Par eux-mêmes, ils se rendaient compte des éléments plus faibles. Et au niveau des savoir-être, on avait été plus général. On leur avait demandé, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt créatif, plutôt objectif, capable de vous mettre à distance ou plutôt sensible?
Et évidemment, tous les étudiants avaient toujours une force et un défi. Donc, il n'y avait personne qui disait, ben, il n'y a aucun des savoir-être ou j'ai l'impression de me retrouver. Tout le monde savait qu'il avait une force quelque part. Ils n'avaient pas toujours raison quant à la force ou le défi qu'ils croyaient avoir. Donc, certains se disaient très objectifs. Et on se rendait compte au cours de la session que c'était peut-être pas tout à fait vrai. Au contraire, dans certains cas, beaucoup étaient très sensibles. Donc, c'était une autre sorte de force, mais qu'il fallait déplacer. Donc, par la suite, ils avaient un journal réflexif à tenir. Donc, après la lecture, durant la lecture des œuvres, à quelques reprises, ils devaient nous écrire un petit commentaire. Et ils avaient vraiment, c'était l'espace pour la lecture participative, pour qu'ils nous disent ce qu'ils voyaient, ce qu'ils percevaient des œuvres. Et nous, c'était évidemment très intéressant parce que ça nous donnait d'une part accès à la vision des étudiants de l'œuvre avant les rédactions. Donc, on pouvait parfois remettre en perspective certaines choses. Et ça nous permettait aussi de leur faire des rétroactions très différencier, donc de dire, OK, ben toi, c'est cet élément-là qui t'a touché, donc tu vois, tu utilises ta sensibilité pour t'as cerné un passage parce qu'il t'avait ému, choqué, ben bravo, donc ça, c'est un outil pour les rédactions, ne cherche pas les figures de style, écoute-toi, ta sensibilité est un indice pour bien cerner les passages pertinents. Donc, et là, tous les savoir-être permettaient une voie d'accès au texte qui était très intéressante. Et quand les savoir-être étaient plus un défi pour l'étudiant, on avait des savoir-faire, donc des stratégies vers lesquelles on pouvait les orienter pour compenser. Et les savoir-faire donc, étaient travaillés à travers les traces des stratégies de lecture qu'ils devaient nous laisser dans leur portfolio lors de leur lecture. On avait des cercles de lecture pour que les étudiants puissent parler ensemble des œuvres. On avait des cartes mentales pour qu'ils puissent représenter comment ils concevaient les relations entre les concepts qu'on abordait. On leur a aussi fait faire des textes d'invention. Donc, par exemple, comment auriez-vous voulu que ça finisse, cette œuvre-là? Inventer une fin qui aurait été cohérente avec votre compréhension de l'histoire. Donc, autant de manières pour permettre aux étudiants de s'exprimer, que ce soit avec un espace plus imagé, plus inventif, plus expressif à l'oral, parce que toutes ces occasions d'expression, c'était une façon de construire leur lecture littéraire. Et la session se terminait avec un bilan de lecteurs-lectrices où ils devaient revenir sur leur portrait et dire comment les choses avaient évolué, comment tout ça s'était amélioré, quels étaient les défis qui restaient. Enfin, donc, je laisse le portfolio de côté et vous allez me dire, ben, il y a quand même des rédactions obligatoires dans le plan cadre et tout ça, tout à fait. Et ce qui a été important pour nous, ça a été de montrer à l'étudiant que le processus était absolument essentiel pour ces rédactions-là. Donc, on ne voulait pas segmenter ces deux dimensions-là. Et on est allé avec la logique que finalement, si les dissertations et les analyses littéraires sont des textes typiques de la discipline littérature et que la lecture littéraire est essentielle en littérature, ben, il fallait forcément que la lecture littéraire soit en quelque part présente dans les critères de qualité des dissertations et des analyses littéraires. Donc, on a présenté aux étudiants, finalement, pour leur rédaction, 4 critères de qualité par lesquels on les évaluait pour les rédactions. 2 premiers critères qui étaient davantage liés à l'expression, à la forme, donc exploitation du genre, donc les éléments structurels, par exemple, rigueur du discours, la clarté, l'enchaînement. Et la moitié des critères de qualité étaient vraiment centrés sur la lecture littéraire, donc est-ce que l'étudiant était capable de soumettre à travers tout son discours une lecture littéraire qui était plausible et juste? Et est-ce qu'il était capable aussi de proposer une lecture littéraire riche, donc qui allait faire ressortir les enjeux, les savoirs littéraires nécessaires, des dimensions différentes de l'œuvre, etc. Donc ça aidait les étudiants à voir dans ce processus sur lequel ils travaillaient vraiment la cohérence avec ces évaluations-là qui, évidemment, sont absolument nécessaires. Donc, sans aller dans le clavardage, parce qu'on veut avoir le temps de vous présenter, mais peut-être déjà essayer d'imaginer, d'après vous, quelles ont pu être les retombées qu'on a observées chez les étudiants. Évidemment, ce sont des résultats qualitatifs, mais ça a été vraiment très intéressant. Donc, on vous présente Catherine, ça. c'est ici que je vais faire mon travail et mentionner les 5 minutes restant environ. C'est parfait. Je me doute bien qu'on est rendu là. Donc, en fait, on s'est rendu compte que ce qui ressortait dans les commentaires quand on a fait les analyses, c'est que de manière générale, si on pense au modèle de la motivation de Viau, qui dit que les composantes de la motivation, c'est la contrôlabilité, la compétence et la valeur, bien, c'était vraiment ces 3 composantes-là qui, d'une façon ou d'une autre, étaient
relevés par les élèves et tout ça contribuait à amener vraiment une amélioration de leur rapport à la lecture et à la discipline de littérature. Donc, on va vous montrer quelques témoignages pour vous montrer concrètement quelle forme ça prenait. Alors, sur le plan de la contrôlabilité, on a perçu que les élèves avaient une meilleure compréhension de leurs apprentissages. En fait, le fait d'avoir centré non seulement notre approche sur la lecture, mais surtout sur les processus et sur les différents types de savoirs qui intervenaient dans les apprentissages, sur les interrelations aussi entre ces différents types de savoirs-là, a fait en sorte que les élèves, certains élèves ont eu l'impression qu'on orientait davantage leur démarche d'apprentissage. Donc, on a un premier témoignage qui dit on dirait que vous nous enseignez à apprendre. Donc, ils voyaient bien qu'il y avait un fonctionnement, une façon de concevoir le fonctionnement de l'apprentissage lui-même. D'autres élèves ont aussi mieux compris l'objectif, en fait, le but et le sens du cours lui-même et des rédactions qui en sont l'objectif final. Parce que là, ils voyaient bien qu'au-delà du texte scolaire qu'ils devaient produire, il y avait toute une série d'apprentissages personnels, individuels, puis de forces qui étaient développés à travers les activités d'apprentissage qui étaient faites. Donc, le témoignage qu'on a retenu est le suivant. J'avais suivi ce cours-là la session passée, je n'avais rien compris, je ne voyais pas à quoi ça servait d'écrire ces rédactions-là, c'était quoi le but de communication, donc je ne comprenais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Là, c'est tellement plus clair. Donc, voilà pour la contrôlabilité. Oui. Au niveau de la compétence, on a vu une amélioration évidemment du sentiment d'efficacité personnelle en lecture. On leur montrait carrément, ils devaient mettre en application des stratégies de lecture, donc c'est certain que ça leur donnait des outils. Mais on voyait vraiment aussi toute l'anxiété qui disparaissait autour de ça. Donc, un témoignage d'un étudiant là, qui était extrêmement anxieux au début de la session. Avant le cours de français, j'étais anxieux par rapport à la lecture. Maintenant, je sais pourquoi chercher et comment chercher le sens d'un message, même s'il est parfois caché. Je trouve que l'évolution que j'ai faite en quelques semaines seulement, 3-4 mois, est remarquable. Dans tous mes cours au secondaire, je n'ai jamais réussi à faire une aussi grosse évolution en lecture. Et l'étudiant qui me mentionne dans un PS de son journal réflexif, mais pourquoi donc on ne m'a pas montré ça avant? Donc, autre chose qu'on a vu au plan de la valeur, donc la littérature, c'est une discipline, là, on est dans une vision de l'apprentissage très humaniste et tout ça, donc parfois, là, c'est souvent questionné pour les gens qui ont une optique professionnalisante et tout ça. Et ce qui a été vraiment intéressant dans la recherche, c'est que ça a été perçu par les étudiants, cette approche-là, comme ayant un haut potentiel de transférabilité de toutes sortes de manières possibles. Donc, premier exemple, cette manière de réfléchir va me suivre tout au long de mon parcours scolaire et même dans ma vie professionnelle, selon moi. Je mentionne que quand il parle de manière de réfléchir, il parle de la lecture. Donc, ça montre un peu à quel point pour lui, c'était devenu deux choses équivalentes. Autre exemple, lire d'une façon plus dense et analytique est un réflexe que j'ai vu s'interposer sur toutes les autres lectures de ma vie courante. Exemple, lire un article de journal en analysant les motivations de l'auteur et les mécanismes qu'il ou elle utilise en fonction des effets sur les lecteurs, peur, surtout en temps de COVID, me permet de m'informer d'un œil beaucoup plus reculé et détaché, tout en examinant mon sens de l'esprit critique, concentration sur les faits, car le sensationnel n'a plus d'effet. Il y aurait d'autres témoignages, des étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient pensé au cours en jouant à un jeu vidéo parce que tout d'un coup, ils voyaient que le jeu vidéo utilisait des mécanismes pour communiquer une intention. En tout cas, ça avait vraiment été très marquant au niveau de la valeur, cette idée de transférabilité. Et ça vient aussi avec les savoir-être, c'est-à-dire que les savoir-être, l'empathie, par exemple, l'objectivité, les étudiants n'avaient pas besoin qu'on leur explique en quoi c'était transférable et pertinent pour leur vie professionnelle ou personnelle. Alors, tout ça a vraiment transformé pour plusieurs élèves le rapport à la discipline puis à la lecture elle-même. Donc, on a vu une transformation, même, je dirais, à la mi-session, des élèves auxquels on posait la question comment ta perception de la lecture a changé et qui nous disaient qu'ils avaient mieux compris l'intention de communication des auteurs, l'apport de la littérature, puis aussi le potentiel je dirais, d'enrichissement personnel qu'on pouvait en retirer. Donc, on a retenu ce témoignage-ci. Je me dois d'avouer que quelques mois auparavant, ma conviction face au changement que la lecture pouvait m'apporter était plutôt faible. Toutefois, les efforts produits lors de ce cours m'ont permis de découvrir un univers qui m'était inconnu jusqu'à ce jour. Donc, cet élève-là, en fait,
mettait en valeur le potentiel de réflexivité, de rapport au monde, puis le sens critique qu'on pouvait développer aussi au fil des réflexions sur les œuvres. Ces réflexions-là, mentionnons-le, on peut le mentionner, sont accessibles à tous les élèves, alors que parfois, la compréhension plus juste ou plus précise des procédés ou des éléments plus techniques de la littérature est moins accessible à tous facilement. Donc, c'est ce qui fait le tour des retombées. Oui, bien avant, vu qu'on va avoir une période de questions, je peux faire ça en 30 secondes, promis, Paul. Les limites, c'est un prototype en développement. On était seulement 2 et on avait évidemment une posture de praticienne, même si on avait des mécanismes pour essayer d'objectiver le tout. Et les situations d'apprentissage étaient limitées. C'était toujours des premières sessions, alors qu'on pense que ça pourrait s'appliquer dans n'importe quel cours de littérature, sans compter évidemment le contexte en ligne, la pandémie. Et la suite, on a eu une subvention de PAREA, donc du programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage pour mener un projet avec plus de profs, dans le fond, pour dépasser les limites qu'on a identifiées dans 11 collèges. Donc, on va mener ça en 2021-2022. Et éventuellement, une fois que ce sera fait, là, on voudrait évaluer les retombées chez un grand nombre d'étudiants. Voilà. Donc, c'est terminé. Merci de votre patience. Excellent. Ben, merci beaucoup. Merci. Félicitations pour votre respect de l'horloge. C'est admirable. Ce qui nous laisse beaucoup de temps pour la période de questions. Pour la période de questions, on peut procéder de 2 façons. Vous pouvez utiliser, mesdames, messieurs, les participantes, le module de conversation, donc le clavardage, si vous voulez poser vos questions par écrit. Il y a aussi le module de questions et réponses, où vous pouvez tout simplement, comme on est un nombre assez restreint de personnes, lever la main et ça me donnera l'occasion de vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question et interagir directement là, avec nos présentateurs, nos présentatrices ici aujourd'hui. Donc, je vais rapidement justement faire le tour visuellement de ces questions. Peut-être, en fait, il y a des questions qui ont été posées dans le module, peut-être pour le bénéfice d'un peu tout le monde. Isabelle et Francis, si vous voulez faire un petit retour là-dessus, c'était des questions d'ordre un peu méthodologique de pool, je ne sais pas comment on dit ça, j'ai oublié, mais il y avait quand même des considérations intéressantes là-dessus, donc je vais vous laisser la parole si vous voulez élaborer un petit peu là-dessus. Francis, voulais-tu commencer avec la question de Frédéric Leduc? On pourrait donc émettre l'hypothèse que ce groupe pourrait être beaucoup plus large si l'on tenait compte des possibles étudiants ayant des handicaps autres, n'est-ce pas? En fait, la première question de Frédéric, c'était par rapport au groupe TC, là, donc très clinique. C'était comment on les avait recrutés, si on veut. Bien, on avait répondu que c'était à la suite d'un résultat positif au questionnaire de dépistage de la dyslexie au collégial qui a été élaboré par l'équipe de Mimouni qui était au cégep de Montmorency. Donc, c'est vraiment des questions que l'étudiant doit répondre. Et puis, à la fin, s'il y a un résultat positif à ce test-là, c'est qu'il présente certains signes de difficulté en lecture-écriture, mais l'étudiant, ces étudiants-là en particulier, n'étaient pas connus comme présentant un diagnostic précis là, de trouble de langage oral ou écrit. Donc, je te laisse poursuivre avec la suite. Oui, c'est ça, je m'excuse, je n'étais pas venue, je n'avais pas couvert cette question-là pour commencer, mais considérant le groupe, est-ce que ce groupe-là pourrait être beaucoup plus large? Bon, on a le groupe en situation de handicap et on a le groupe avec trait clinique là, sans diagnostic, mais si l'on considère le groupe en situation de handicap, bien, pour ce qui est des autres diagnostics, parfois les établissements vont effectivement là, octroyer des mesures d'aide de soutien là, comme antidote, mais ce ne sont pas tous les établissements. On voit beaucoup plus d'étudiants avec des mesures d'aide à la rédaction d'octroyer au niveau secondaire. Alors, il y a un petit problème là, entre la transition au niveau du passage secondaire collégial. Évidemment aussi, il y a d'autres situations là, qui entraînent des besoins particuliers, qu'on parle de langue étrangère, on a nommé tantôt l'anxiété langagière, le fait également d'être de retour aux études après un bon nombre d'années en langue seconde, quand ça fait 20 ans là, qu'on n'a pas fait d'anglais, on peut être tout à fait rouillé, avoir des besoins en ce sens-là aussi. C'est certain qu'on ne rejoint pas tout le monde et que ces groupes-là, que ce soit un ou l'autre, pourraient être plus grands. Nous, on s'est attardé évidemment à langue seconde. Alors peut-être que notre groupe avec trait clinique mesure un peu ça, puisqu'il y a des questions dans le questionnaire de dépistage qui portent sur l'écriture, mais aussi sur l'apprentissage d'une langue seconde.
Francis, voulais-tu ajouter quelque chose? Non, ben, en fait, ce que j'ajouterais, c'est que le questionnaire, évidemment, porte sur leur langue maternelle comme telle, parce que les premiers signes d'une dyslexie, d'orthographie ou d'un trouble autre s'observent dans la langue d'enseignement, dans la langue maternelle comme telle. Donc, c'est vraiment des questions par rapport au français, mais qui se transfèrent. Ouais. Effectivement, c'est par rapport à la langue d'enseignement, sauf pour une ou deux questions là, qui rejoignent l'apprentissage d'une langue seconde. C'est bon. Merci beaucoup pour ces précisions-là. Je vous invite encore une fois à poser vos questions. J'ai pris plein de notes moi-même. Ce sont deux sujets qui me passionnent énormément, mais ce n'est pas mon tour de parler dans la vie. Donc, j'aimerais aussi que vous ne vous gêniez pas. Par contre, peut-être vous lancer la discussion ou lancer des pistes. En fait, il y a quelque chose que j'ai trouvé c'est un phénomène qui s'est produit. Là, je vous explique ce qui s'est passé au fur et à mesure, entre autres, de la présentation, surtout la dernière de Catherine et Roxane. Je notais des commentaires sur ma feuille, puis il s'est passé quelque chose d'un peu mystique ou de bizarre. C'est exactement les commentaires que vous avez fait ressortir de la part des élèves à la fin. Je notais, entre autres, puis ça me semblait être une piste de discussion, puis peut-être qu'on pourrait entendre d'autres personnes qui enseignent dans d'autres disciplines, mais justement, cette façon-là de s'investir dans la lecture, de se connaître comme lecteur, puis de ce fait de devenir finalement un meilleur lecteur, puis un meilleur rédacteur. Donc, en fait, de juste améliorer nos compétences en fait disciplinaires, ça me semblait justement être quelque chose qui pouvait être très, très profitable dans d'autres disciplines. Moi, je suis un prof de philo à la base. C'est quelque chose qui va certainement m'inspirer beaucoup dans ma pratique. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi développer dans d'autres compétences. Puis peut-être cette question-là, vous avez mentionné la possibilité, les élèves l'ont évoqué d'eux-mêmes, mais est-ce que vous avez, bon, c'est sûr que là, le projet n'est pas fini, mais est-ce qu'il y a des pistes qui sont tendues vers d'autres disciplines pour en faire une espèce de modèle un peu plus pas générique, je ne sais pas un mot que je veux utiliser, mais qui serait transférable en fait d'une discipline à une autre? Roxane, tu veux-tu répondre à ça? Ou je veux juste répondre que dans notre projet de recherche, on a une co-chercheuse qui est aussi une enseignante de philosophie, puis elle, c'est sûr qu'elle est très intéressée à voir les parallèles qu'elle peut tirer pour sa propre discipline, mais Catherine a publié un article que j'ai co-signé sur l'utilisation, l'exploitation des savoirs, en fait, l'enseignement explicite des savoir-être dans d'autres disciplines en général. Je te laisse aller, Catherine. Ben oui, en fait, c'est que je dirais que ce qui était intéressant quand on parlait avec les étudiants, puis en fait, bon, tu sais, les stratégies de lecture sont quand même de plus en plus enseignées, un peu comme des méthodes intellectuelles et tout ça. Et c'est généralement vu dans une perspective de lire pour apprendre. Et c'est très pertinent et c'est super, là. J'encourage complètement cela. Mais ce qui avait un peu déstabilisé les étudiants, surtout au début de la session, ça a été l'idée que là, la lecture n'était pas vraiment pour apprendre sur un sujet. Ça se peut qu'ils apprennent sur un sujet. Bon, il y a des étudiants qui avaient choisi une biographie sur l'Holocauste, ils ont appris des choses là-dessus, mais ce n'était pas l'objectif. Ils ont quand même assez vite compris une chose que moi, j'ai normalement, ça me prend un certain temps avant de réussir à leur faire comprendre, là, que l'idée est d'en apprendre sur eux-mêmes et le monde de manière générale. Et ça, cet aspect réflexif-là, les étudiants ne le comprennent pas facilement au collégial. Il y a un moment donné, nous, on évaluait aussi le propos de la compétence de lecture. Donc, à un certain stade, on leur demandait à quoi, on leur posait la question, à quoi ça sert de la lecture littéraire et tout ça. Et là, à un moment donné, il y a un étudiant qui dit, vous voulez dire de manière générale, pour réfléchir sur le monde et tout ça. Et là, les étudiants, je leur demande, est-ce que ça vous arrive souvent à l'école qu'on vous demande de réfléchir tout simplement? Et là, bon, peut-être que c'était le contexte en ligne. En ligne, les gens participent moins. Mais il y avait beaucoup de non, en fait. Les visages des étudiants étaient comme non, on ne nous demande pas beaucoup de réfléchir à l'école. Donc, d'avoir cet espace-là, je pense que pour toutes les disciplines ou à un certain stade, on demande du jugement, une réflexion qui est liée au jugement. Je pense qu'il y a des adaptations à faire avec la réflexivité. Moi, j'aurais très bien vu les choses qu'on a travaillées dans le portfolio pouvoir s'appliquer dans un cadre d'un stage là, en soins infirmiers, là, en mettant la réflexivité, le savoir-être, ta posture et tes biais personnels d'individu.
c'est pas tout à fait lié à la lecture, mais la lecture, c'est une expérience qu'on vit de relation avec le monde. Donc, à partir du moment où on voit ça comme ça, ben, n'importe quelle relation avec le monde peut passer par les mêmes caractéristiques. Donc oui, je pense que c'est transférable. J'ajouterais peut-être que c'est une retombée qu'on n'a pas nommée, mais que moi j'ai perçue. Là, Catherine, tu me diras si tu l'as perçu aussi. C'est une forme de responsabilisation des élèves aussi, parce qu'on leur parlait directement à eux de comment tu travailles. C'est, par exemple, tu as corrigé ton texte. Je vais revenir à Antidote, justement. Bon, bien, à quel moment tu as choisi de le corriger? Combien de temps tu t'es gardé? Est-ce que tu as utilisé Antidote? Est-ce que tu as utilisé Antidote de manière efficace? Tu sais? Puis à réfléchir sur est-ce que tu as fait preuve de minutie, tu sais, sur le plan des savoir-être et tout ça. Là, l'élève, dans le fond, à différents moments, on ne fait pas juste ça une fois pour y mettre le nez sur ce qu'il n'a pas fait correctement, là, mais tu sais, on l'amène à réfléchir avant, pendant, après sur la façon dont il aborde la tâche. Puis là, les élèves, même qui réussissent moins bien, bien, ils sont amenés à prendre une part de responsabilité, mais aussi à voir qu'il y a des leviers. Ce n'est pas une fatalité. Si j'avais fait autrement, j'aurais mieux réussi. Donc, ça aide aussi les élèves à, je pense, sur le plan de leur estime de soi et de leur sentiment de compétence, bien, ils en ressortent avec l'idée d'un plus grand pouvoir d'action, finalement. Isabelle, Francis, sur cet aspect-là là, de la réflexivité qui est développée chez les étudiants, les élèves, dans cette pratique-là, Roxane le mentionnait, dans l'action de s'auto-corriger ou dans sa propre maîtrise de la langue d'enseignement, de la langue seconde. Est-ce qu'il y a des aspects comme ça dans votre travail qui sont ressortis? Je comprends que ce n'était pas l'idée peut-être principale du travail, mais peut-être en périphérie. Bien, c'est un peu dommage, en fait, parce que pour ce qui est de notre recherche, nous, on mesure l'état actuel des choses. Donc, on n'incite pas nécessairement nos étudiants et étudiantes à mieux utiliser Antidote, à avoir un processus de réflexion là, par rapport à leur façon d'utiliser les différents outils ou leur stratégie d'autorégulation, ce qui mène évidemment à un sentiment d'autocompétence plus grand, mais on a par contre là, utilisé un questionnaire d'intérêt à la tâche où on va chercher certaines informations par rapport à leur perception de l'utilisation de l'outil. Mais on n'en est pas là au niveau de la recherche, mais je trouve ça super pertinent. Je trouve que ce sont des outils qui doivent être intégrés à l'apprentissage pour lesquels on doit offrir un certain accompagnement pédagogique et qui va favoriser là, un meilleur engagement puis une meilleure utilisation des stratégies de révision là, à différents moments. Là. Ça aussi, c'est intéressant. Nous, on est allé avec parce que les étudiants souvent vont utiliser Antidote là, à la fin d'un texte. On passe ça dans le logiciel correcteur, puis on observe quelles sont les alertes et on vise à retirer là, les soulignements. On est allé avec ça parce qu'on voulait voir l'état actuel des choses, mais évidemment qu'il faut encourager là, à une autre approche là, pour que ce soit davantage là, efficace en ce sens. Francis, as-tu quelque chose là, à ajouter? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qu'on oublie souvent par rapport au logiciel de correction, c'est que c'est un outil compensatoire, si on veut, pour compenser certaines lacunes dans la maîtrise de la langue, mais c'est un outil thérapeutique, hein, c'est-à-dire que de voir en direct l'erreur que j'ai faite puis la corriger au moment de la rédaction, ça répond au principe de l'apprentissage sans erreur tout de même, c'est-à-dire de vraiment corriger le plus rapidement possible l'erreur pour ne pas la reproduire dans tout le texte. Ça laisse une bonne impression de la forme correcte là, ou sur le plan de la grammaire ou de l'orthographe versus recevoir sa copie là, 3 semaines plus tard avec là, les corrections de l'enseignant. On perd un peu de la valeur pédagogique de la correction, si on veut. Effectivement, qu'il y a une valeur là, à la rétroaction corrective là, plus immédiate, ce qui n'est souvent pas le cas, malheureusement, en rédaction. Ça prend du temps à corriger des textes, là, vous le savez, comme étant prof de littérature aussi. Alors, les étudiants, souvent, quand ils reçoivent ça plus tard, ils regardent plus ou moins, prennent plus ou moins conscience là, des erreurs sur le plan de la qualité de la langue. On a merci beaucoup de vos réponses. J'ai une question dans le module de questions de Chantal Giguère, je la lis. Quel type de rétroaction offrez-vous aux étudiants sur l'apprentissage? Sous quel format? Et à quel point sont-elles personnalisées pour favoriser l'amélioration de la compétence? En sous-question, faites-vous des corrections audio, orales? Je présume que la question s'adresse à tous les panélistes ou à des panélistes en particulier. Chantal, d'abord que tu es aussi prompte à préciser.
Ben, en tout cas, nous, on a fait des rétroactions, fait que je peux en parler. Absolument, parfait, merci. Oui, les étudiants travaillaient dans le bloc-notes de Teams, donc ils faisaient leurs journaux là. Le bloc-notes de Teams, ce qui est pratique, c'est que ça offre la possibilité de faire des capsules audio ou écrites. En fait, on a utilisé, moi j'ai utilisé parfois de l'audio à certaines occasions. Il y a des étudiants qui m'avaient dit qu'ils préféraient que j'utilise ça. Pour moi, ça ne faisait pas de différence. On s'est vite rendu compte, bon, par exemple, si je donnais l'acte 1 de Cyrano de Bergerac, ben, c'était pas très difficile. J'avais 3 types de commentaires. C'est sur une trentaine de commentaires, j'avais en fait pas 30 commentaires complètement différents. Il y avait des petits aspects personnels, mais bon, il y avait j'ai rien compris. Il y avait j'ai jamais lu de pièce de théâtre, puis en vers, c'est encore plus difficile. Et il y avait, j'ai adoré le personnage de Cyrano de Bergerac. Donc, ça faisait comme 3 ans. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme tapé, qui est une œuvre que j'avais déjà donnée, je le savais que ça allait être les 3 choses qui allaient ressortir. Donc, j'avais fait une sorte de commentaire assez long, là, mais sur chacun de ces aspects-là. Et donc, l'étudiant me faisait son journal de lecture et c'était assez facile de faire un copier-coller où là, j'avais juste à faire une petite phrase ou deux qui était plus personnelle, qui était vraiment pour relier l'étudiant. Relever quelque chose de vraiment qui lui était propre. Et ensuite, ça me permettait la rétroaction. J'avais juste à faire un copier-coller, donc c'était pas très long, du commentaire générique qui était approprié. Donc, des fois, c'était ça. Des fois, quand le commentaire sortait vraiment de la masse, si l'on peut dire, ben là, on allait faire quelque chose de plus personnalisé. Ça dépendait aussi, ben, il y avait on ne faisait pas toujours des rétroactions très longues. La grille de correction, par ailleurs, qu'on avait fait pour les rédactions, pour moi, diminuait le temps de rétroaction. Parce que, en fait, avec les 4 critères, il y avait contrairement à une grille structurelle où on donne des points pour l'intro, l'idée principale et secondaire, où il faut comme expliquer à chaque fois à l'étudiant qu'est-ce qui n'a pas marché, bien là, c'était vraiment facile de dire, écoute, c'est l'exploitation du genre qui ne marche pas. Va réviser dans le fond, c'est la structure du texte que tu n'as pas, ou c'est la plausibilité. Puis là, on pouvait directement ramener à tels exercices qu'il avait fait parce que c'était de la lecture littéraire, donc tels exercices. Donc, en fait, je gagnais du temps de rétroaction dans les rédactions et ça me donnait plus de temps pour en faire un peu plus pour le portfolio. Donc, j'ajouterais que j'ai procédé pas mal de la même façon que Catherine, avec certains moments des commentaires audio dans le bloc-notes. Ce qui est intéressant dans le bloc-notes de Teams, c'est qu'on peut intervenir directement dans leur copie. Donc, quand ils nous posent des questions, parfois aussi, on avait des rencontres en visioconférence individuelle. Puis là, l'élève posait une question, mais on pouvait tout de suite aller mettre nos commentaires, intervenir dans le texte, puis leur suggérer des choses directement dans leur copie sans avoir un délai de remise et tout ça. Donc, il y avait une forme de rapidité qui pouvait être liée à ça. Mais j'ai aussi fait des rencontres individuelles pour certaines activités où là, c'était vraiment une réflexion, c'est particulièrement sur les méthodes de révision et de correction. Puis, chacun devait avoir préparé sa présentation de sa réflexion sur ses erreurs, mais après ça, moi, je faisais tout de suite la rétroaction sur les méthodes qui étaient bonnes ou moins bonnes, puis des orientations pour qu'ils puissent tout de suite les appliquer dans la prochaine rédaction sans qu'il y ait un délai. Justement, tantôt, Isabelle parlait du délai entre le moment où un document est produit puis la réception de la rétroaction, là. Donc là, ils pouvaient l'avoir en direct. Puis on utilisait la rétraction par les pairs. Plus ça avançait, plus les étudiants commençaient à comprendre ce qu'on voulait. Fait que là, des fois, bon, moi, un texte d'invention qu'une petite équipe avait écrite, bien, ils échangeaient leur texte d'invention, puis ils devaient analyser le texte d'invention de l'autre équipe. Fait que finalement, l'autre équipe lui disait, bien, regarde, toi, ta perception, c'est clairement ça. Et là, il y avait des discussions qui partaient de ça. Donc, c'était plus moi qui faisais la rétroaction. J'allais encadrer ça parce que j'encadrais les débats, mais moi, à un certain stade, c'est ça le but, c'est de développer leur autonomie pour qu'ils puissent s'évaluer eux-mêmes aussi, puis qu'à un certain stade, que ce soit moins lourd pour nous comme enseignants, la rétroaction. Francis, Isabelle, la question s'adressait à vous aussi sur la question de la rétroaction. Ce que je dirais rapidement, c'est sûr que dans le cadre de l'étude, nous, il n'y a pas de rétroaction auprès des étudiants. Par contre, dans mon enseignement, j'aime utiliser
parfois de la rétroaction orale ou à l'écrit, mais de sorte à ce que l'apprenant puisse corriger son erreur et récupérer là, certains points. Des fois, lors de l'interaction orale, ça va se faire à la fin. Je vais revenir sur certaines erreurs, essayer de guider un peu l'étudiant ou l'étudiante parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne le mieux quand l'apprenant corrige lui-même ou elle-même son erreur, en prend conscience. Il va mieux comprendre là, le résultat et saisir là, comment éviter l'erreur dans le futur. Et très souvent, ils connaissent, là, ils ont ces connaissances-là, mais dans le feu de l'action, on fait certaines erreurs, que ce soit à l'écrit parce qu'on est en surcharge cognitive, on est fatigué, on voit plus toutes nos erreurs et d'avoir l'occasion de pouvoir dire hey, « je le sais, j'ai fait une erreur, voici la correction, je récupère des points ». Ça aussi, là, c'est très aidant là, pour ce qui est des, comment dire, de valoriser les stratégies d'autorégulation et d'encourager les apprenants à prendre le contrôle là, de leur apprentissage au moment de l'évaluation et suite à celle-ci. Francis? Très complet. Parfait. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'est deux présentations, deux recherches qui sont très importantes pour justement le développement du caractère ou du potentiel d'inclusion dans ce que vous partagez, en fait, c'est le fait d'être dans la formation générale. Je me permets justement peut-être de prendre mon petit chapeau là, de fervent défenseur de la formation générale au Cégep, mais c'est un peu à ça que ça sert. Hein? Une des choses que nous, on enseigne, en fait, qui s'enseigne ou qui se dit en philo depuis plus de 2000 ans, hein, c'était Socrate qui disait « connais-toi toi-même ». Je pense que c'est peut-être quelque chose que vos deux présentations vont nous donner des outils pour encourager dans la formation collégiale, se connaître en tant que lecteur, se découvrir en tant que lecteur, savoir qu'on peut avoir accès à cette forteresse, hein, pour reprendre la métaphore de Cathy Novak ce matin. Des fois, pour certains de nos étudiants, nos étudiantes, la littérature, le philo ou même les études collégiales en général peuvent apparaître comme cette espèce de forteresse imprenable que soit ils se cassent le nez dessus, soit ils arrêtent d'étudier puis ils renoncent en fait à une certaine qualité de vie puis un certain épanouissement émotionnel, intellectuel, etc. Je pense que c'est un peu la même chose pour la capacité d'écriture. Il faut qu'on se donne les moyens aussi d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, que ce soit les aides à la correction ou qu'on utilise, comme le disait Francis aussi, ces outils-là à la correction qui existent, qui sont performants, qui font partie du monde moderne pour justement, dans une fonction thérapeutique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à mieux écrire avec ça. Puis quand on peut mieux écrire, on peut mieux s'exprimer. Puis quand on peut mieux s'exprimer, on peut mieux se faire comprendre, puis on peut mieux interagir avec le monde autour de nous. Donc, je pense que c'est vraiment deux présentations très intéressantes, très importantes là, pour le développement de cette mission fondamentale-là, dans le fond, des études collégiales qui reposent en partie, pas uniquement évidemment, mais sur la formation générale. Donc, merci beaucoup. Je pense que vos deux travaux, vos deux chantiers, en fait, sont justement des chantiers. Donc, on va attendre impatiemment la suite des choses là-dessus. J'ouvre une dernière fois les modules de présentation qui vous félicitent. C'était très intéressant. Donc, l'animateur que je suis va maintenant vous donner rendez-vous soit dans le lobby. Le lobby va demeurer ouvert si vous avez envie de rencontrer des gens, si vous voulez poursuivre des conversations. Il y a plein de petites antichambres qui sont là pour parler avec des gens si vous voulez. Et sinon, ben, on continue demain avec d'autres panels, d'autres présentations, d'autres fort belles discussions sur comment rendre notre monde plus inclusif. Donc, je remercie Roxane, Catherine, Isabelle et Francis pour leur très belle présentation et je vous souhaite une bonne fin de journée.